Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19 heures, on va pouvoir démarrer dans quelques secondes, le temps de laisser les derniers participants nous rejoindre. Je m'appelle Vincent Guibert, je suis le dirigeant de CDE Conseil, qui est une société spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en transformation. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui est consacré ce soir aux Digital Factories et qui sera animé en compagnie de notre partenaire Nexence. Alors, les Digital Factories, les entreprises ont plus que jamais besoin de s'adapter aux évolutions de leur marché. Dans ce contexte, l'importance, l'urgence d'être digital se sont encore accrues avec la crise que nous venons de vivre. Et de ce fait, la rapidité d'exécution s'affirme comme un facteur déterminant de la réussite des projets et de la satisfaction des métiers vis-à-vis de la DSI. Alors voilà, une Digital Factory, ça peut être l'une des réponses à ces enjeux. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Dans un instant, je vais passer la parole à Olivier Bex, directeur associé de Nexence, et Marie-Hélène Kolasniewski, consultante chez ACDE Conseil. Ils vont revenir dans un premier temps sur la définition et sur le périmètre d'une Digital Factory. Ensuite, ils détailleront ses principes clés de fonctionnement, s'attarderont sur les prérequis nécessaires et concluront par les considérations organisationnelles à prendre en compte avant de s'engager dans sa mise en œuvre. Alors, comme toujours dans les webinaires, déjà, je vous demande de bien vouloir couper vos micros. Vous pouvez poser des questions tout au long par la fenêtre de chat. On y répondra au fur et à mesure et en fin de session. De toute façon, on se gardera un petit temps d'échange en fin de session. Et pour conclure, on laissera la parole à Michael Pinto, dirigeant du cabinet Nexence. Voilà, donc je vous souhaite de passer un bon moment avec nous et je passe la parole à Olivier. C'est à toi, Olivier. Alors bonjour à toutes et à tous donc, pour cet échange autour de la Digital Factory. Je vous propose de commencer par planter un petit peu le décor et donc de nous accorder sur ce qu'on entend par Digital Factory. Donc Digital Factory, on va parler d'industrialisation des développements d'applications en mode agile. Tout en sachant que ce terme est aussi utilisé pour d'autres significations. Par exemple, vous avez très certainement souvent entendu parler du terme de Digital Factory dans le cadre de dématérialisation de documents ou de façon plus générale dans le cadre de digitalisation de processus, voire même de façon encore plus globale dans quelque chose qu'on appelle aussi par ailleurs Industrie 4.0, où là, il est question de repenser son modèle opérationnel au travers du digital. Donc, nous, on va rester sur un sujet plus opérationnel et plus étroit, à savoir donc, le développement d'applications en mode agile. Et donc, effectivement, une Digital Factory, c'est finalement un centre de développement complet et qui va opérer en mode agile. Alors, centre de développement complet, ça commence évidemment par des équipes, avec un mode de fonctionnement, des caractéristiques de l'équipe, des rôles et des compétences bien particulières sur lesquelles on reviendra un petit peu après. Mais c'est aussi des méthodologies, des outils, des modes de fonctionnement, des rituels, pour ceux qui connaissent la méthodologie agile, et également des espaces de travail particuliers qui vont faciliter les modes de fonctionnement de cette Digital Factory. Alors, pourquoi une Digital Factory? Qu'est-ce qu'on recherche au travers d'une Digital Factory? En général, en premier lieu, on va rechercher à résoudre ou à solutionner des problématiques qui sont parfois récurrentes au niveau du développement informatique et qui sont de plus en plus des enjeux forts pour les entreprises. Globalement, un de ces enjeux, c'est la réduction du délai de mise en production des applications. L'enjeu est d'aller donc plus vite, livrer plus vite des applications qui fonctionnent, qui sont en prod, que les utilisateurs peuvent voir, toucher, utiliser, et donc avoir des applications plus vite et aussi mises à jour plus vite avec de nouvelles fonctionnalités en continu. Ça, c'est en général le premier objectif. Une autre finalité attendue, c'est aussi parfois de résoudre une difficulté chronique, je dirais, dans les entreprises entre la DSI et ce qu'on appelle le métier. C'est la coordination entre le métier et la DSI. C'est un petit peu l'éternel problème de relation entre une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre. Donc, la méthodologie agile, par la façon de fonctionner et sa structuration d'équipe, peut y répondre.
Troisième finalité que l'on retrouve, puisque là on parle d'industrialisation, c'est que la Digital Factory, ça peut aussi être le moyen quelque part d'enfoncer l'accélérateur et de déployer plus rapidement ou d'étendre plus largement dans l'entreprise des fonctionnements agiles que l'on peut avoir de façon sporadique ou très isolée au sein de certaines équipes. Donc, la Digital Factory peut servir à déployer plus largement la méthodologie agile. Voilà. Enfin, parce qu'elle produit au niveau les résultats qu'elle donne au niveau des applications, c'est aussi parfois utilisé comme moyen de tester efficacement des innovations et d'être plus réactif pour tester de nouvelles approches, de nouvelles solutions, de nouvelles fonctionnalités. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités. On va voir maintenant avec Marie-Hélène un petit peu quelles sont les principales composantes d'une bonne Digital Factory et qu'est-ce qui permet de la faire fonctionner. Merci Olivier d'avoir bien défini ce que c'était une Digital Factory. Donc, c'est vrai qu'une Digital Factory, c'est un certain nombre de principes de fonctionnement. On a identifié 5 principaux, donc une culture agile, on reviendra en détail dessus, une culture orientée utilisateur ou client, l'automatisation, l'industrialisation de la chaîne de production du logiciel, le pilotage par la mesure et une ouverture, soit à l'innovation, soit au niveau de son système d'information. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en fin de compte? Ça veut dire que quoi? En fin de compte, si on n'a pas de culture agile, ce n'est pas la peine d'avoir une Digital Factory. Une Digital Factory, en termes de culture agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler en équipe intégrée. Donc, avec dedans, je dirais, toutes les compétences dont on a besoin. Et puis, je dirais, on arrête de travailler en silo avec d'un côté la YES, de l'autre côté le métier. Donc, dans l'équipe intégrée, on va trouver tous les gens qui apportent de la valeur pour la construction du produit. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le business, on va trouver le produit management, on va trouver le hardware, on va trouver le software, la qualité, le testing, la conformité, tout ce qui est performance, tout ce qui est sécurité. Donc, tout le monde travaille en même temps pour un même objectif. Et puis aussi, en termes de manière de travailler, qu'est-ce qu'on va, on va donner une responsabilité, une autonomie aux équipes. On leur fait confiance. On délègue, je dirais, une partie du management. Et au niveau du produit, le produit, c'est le produit de l'équipe avant tout, ce n'est pas le produit d'une personne. Donc, on est vraiment dans un collectif. Cette équipe qui travaille ensemble, naturellement, il faut qu'elle soit, je dirais, en proximité. Alors, que ce soit proximité physique ou remote, peu importe. Donc, on va lui offrir, je dirais, un espace de travail, de collaboration étroit, et dans lequel elle va, je dirais, certainement utiliser du management visuel pour pouvoir, je dirais, faire ses rituels, prendre ses décisions, communiquer. Ce qui est aussi important de dire, c'est qu'à travers sa culture agile, on va chercher à donner une visibilité à produire rapidement, donc avec des cycles, des itérations de 2, 3 ou 4 semaines, pour donner une visibilité très tôt de la valeur du produit et est-ce qu'on va dans la bonne direction. Un autre point important, c'est qu'on va vouloir dès le départ faire tomber, je dirais, le risque. Donc on va essayer de dire, avant de démarrer, on ne va pas attendre 6 mois pour dire en fin de compte, tout ça, ça ne sert à rien, c'est hyper risqué. Grosso modo, si on a plusieurs options, on va les tester au départ et puis on va regarder ce qui va marcher. C'est un côté aussi important. Naturellement, on s'engage dans une démarche où on cherche un maximum à limiter le défaut, un maximum à renforcer la qualité et on est dans une logique permanente d'apprentissage où le droit à l'erreur est quelque chose d'important. Deuxième point important de fonctionnement, la culture centrée utilisateur ou client. Donc là, vraiment, on n'est plus dans cette logique projet où on traque du délai, du coût, du périmètre ou de la qualité. Là, vraiment, on est dans une logique où on veut apporter de la valeur au niveau de l'utilisateur, de la valeur. On veut aussi, par rapport à cette valeur, je dirais, pouvoir très vite se positionner sur le marché, donc très vite livrer quelque chose. Donc ça nous amène, je dirais, d'un côté à utiliser des outils pour mieux comprendre la problématique du client, des outils tels que le design thinking, tels que les personas, par exemple. Et puis aussi d'utiliser, de se mettre en logistique, ce qu'on appelle les MVP, donc de produire au démarrage, qui est vraiment vital. On ne va pas tout faire au départ, donc on va travailler, je dirais, on travaille par le vital, et puis après on continue. Donc l'idée réellement, c'est de produire très vite, de mettre ça vite dans les mains de l'utilisateur, d'avoir un avantage concurrentiel sur le marché.
Troisième point important, automatisation et industrialisation. On cherche à aller vite, on cherche, je dirais, de la stabilité d'exécution, on cherche de la qualité. Grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'automatiser au maximum tout ce qu'on peut industrialiser, que ce soit les développements, que ce soit les tests, que ce soit l'intégration, que ce soit le déploiement. Donc l'idée, c'est vraiment, je dirais, on veut gagner du temps, de la vitesse, on veut embarquer dedans tout ce qui est sécurité et performance aussi. Quatrième point important, le pilotage par la mesure. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement, on va se mettre en place, non pas des jalons pour passer des jalons. Donc là, on va définir des jalons objectifs, fonctionnels, qu'on atteint à chaque itération. Par rapport à ces attentes, on va regarder, je dirais, la valeur produite. Est-ce que la valeur produite correspond à la valeur attendue? Donc ça va se faire, je dirais, sur un système qu'on va pouvoir mesurer, qu'on va pouvoir voir, et c'est sur la base de systèmes démo. Finalement, le cinquième point de fonctionnement, donc c'est l'ouverture. Donc on est dans une logique où on va favoriser l'innovation, et l'innovation, en fin de compte, dans cette démarche-là, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas une équipe, je dirais, à part qui fait l'innovation. L'innovation, chacun est à même de pouvoir être créatif, apporter, je dirais, des idées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça peut nous amener aussi au niveau des Digital Factory à revoir un peu l'ouverture de son système d'information par rapport à l'externe, par rapport à la mise à disposition de ces données. Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire maintenant, en ce moment-là, donc on a bien défini donc qu'est-ce que c'est une Digital Factory, quels sont ses principes de fonctionnement. Bon, par rapport à notre sujet, maintenant, il nous reste à définir vraiment qu'est-ce que c'est l'agilité. Parce que tout le monde parle d'agilité. Je pense qu'il est clair que chacun a une vision différente, donc il faut absolument, je dirais, qu'on pose un peu le décor sur ce sujet. Donc, Olivier, je te laisse la parole pour pouvoir donner ta vision. Alors oui, donc on parle beaucoup d'agilité. Bon, clairement, il y a un lien très fort entre la Digital Factory et l'agilité, puisqu'elle industrialise des méthodologies de développement en mode agile. Maintenant, il faut bien s'entendre ce qu'on entend au niveau d'une entreprise, qu'est-ce qu'on en attend. Le monde de l'entreprise parle beaucoup d'agilité, ça fait partie des buzzwords actuels. Toutes les entreprises veulent être agiles, mais pour moi, on parle d'agilité à plusieurs niveaux. Alors, chronologiquement, le terme d'agilité, effectivement, il est embarqué par la méthodologie agile pour les équipes de développement. Maintenant, tout le monde en parle, et on en parle au moins à deux niveaux. On en parle par extension au niveau des projets. Beaucoup d'entreprises disent, moi, maintenant, je veux que mes projets soient agiles. Et là, je pense que l'attente dont on parle, d'ailleurs ce mot d'agilité pour les projets, je pense qu'on attend, on l'emploie en réaction à certains travers des modes de fonctionnement en projet, consécutifs peut-être aussi à un formalisme parfois trop lourd sur des projets. On pense à des projets de tunnels, pas forcément que des projets informatiques d'ailleurs, des projets longs, extrêmement structurés et qui peuvent avoir comme travers que l'utilisateur ou le bénéficiaire ne voit le résultat de tout ça que très longtemps après le début du projet, avec des risques de frustration, des risques de manquer la cible, etc. Donc, je pense qu'une des attentes pour le mot agilité peut être au niveau des projets, donc quelque chose qui soit plus progressif, avec des résultats et de la valeur tout au long du projet. Ça, c'est une certaine forme d'agilité que les entreprises peuvent attendre. Et puis, il y a aussi le terme d'agilité de façon globale au niveau d'une entreprise. Et là, à mon sens, on parle de réactivité, de vitesse d'adaptation d'une façon générale. Et là, quelque part, ce que les entreprises recherchent, c'est des notions de time to market, c'est des notions d'innovation, d'accès à l'innovation, ou alors d'être capable d'avoir un ROI continu. Nous, notre sujet d'aujourd'hui, très clairement, le sujet direct, c'est l'agilité au niveau des développements applicatifs dans le cadre donc de méthodologies agiles. Ça ne veut pas dire qu'en mettant en place une Digital Factory, on n'a pas forcément un impact positif quand on est de façon plus globale à la recherche d'une agilité pour sa gestion de projet ou pour l'entreprise au sens large. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais très clairement, pour rester très pragmatique, là, ce qui est recherché en termes d'agilité, c'est l'agilité au bénéfice des produits ou des applications qui sont développées suivant les méthodologies dites agiles. Alors, donc ce terrain de jeu, on est bien sur les équipes de développement, on est bien sur une industrialisation de toutes ces activités. Et on va maintenant s'intéresser, je vais repasser la parole à Marie-Hélène, on va s'intéresser à la façon de réussir la mise en place d'une Digital Factory.
Donc, réussir la mise en place d'une Digital Factory, ça veut dire s'intéresser à plusieurs sujets, hein, donc pas uniquement un sujet de développement, hein, mais il va falloir, je dirais, s'intéresser à son modèle, comment on va s'organiser, quel est mon modèle organisationnel au niveau de ma Digital Factory, on reviendra dessus. En termes de santé et développement, quels sont mes outils, quelles sont, je dirais, mes filières de montée en compétences. Un troisième aspect, c'est la partie méthode agile. Un quatrième aspect, tout ce qui est, par exemple, si j'ai des différentes lignes de produits, la coordination de mes lignes de produits, notamment quand je suis en soutien d'un programme, et puis toute ma composante sourcing ressources. Donc, en reprenant chacun de ces éléments, modèle organisationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs solutions. On peut avoir, je dirais, une Digital Factory où les gens restent dans les départements et pour les besoins, je dirais, du produit, on va, je dirais, travailler ensemble, mais les gens restent où ils sont positionnés initialement. On peut avoir une deuxième solution où toutes les ressources nécessaires, on va les réunir dans un pool Digital Factory. Autre solution, peut-être à terme, on va monter, je dirais, un centre de service complètement dédié. Donc, plusieurs positionnements sur lesquels, je dirais, il va y avoir de vrais enjeux, je dirais, au niveau de la stratégie. Hein, donc, c'est ce moment des choix qu'il va falloir clarifier dès le départ. En termes d'activité livrable, pareil, il va falloir se positionner, qu'est-ce qu'on embarque? Donc, par exemple, est-ce que j'embarque des études telles que des SPAC? Est-ce que je dirais j'embarque, je suis en soutien de POC? Est-ce que j'embarque du MVP? Est-ce que jusqu'où je vais dans la production de mes produits? En termes de gouvernance, c'est aussi un sujet important. Hein, c'est moi, ma Digital Factory, comment elle communique avec mes parties prenantes internes dans l'entreprise ou externes. Hein, donc notamment, par exemple, quand on va en termes d'offre de service, qu'est-ce qu'elle offre et comment on s'adresse à elle, par exemple, quand on a besoin d'un développement. Sous quelles conditions on accepte aussi, au niveau de la Digital Factory, de prendre en charge ces développements. Donc, il y a tout un process à mettre en place. Et puis, derrière tout ça, naturellement, il y a toute la partie communication. Donc, comment faire connaître la Digital Factory au sein de l'entreprise et au niveau des autres parties prenantes externes. Premier sujet. Deuxième sujet, donc en gros, on a vu qu'on voulait, je dirais, avoir des outils complètement automatisés, industrialisés. Donc, on a des choix à faire, des choix de technologie, des choix d'outils. On a, je dirais, pas mal d'expérimentation à faire pour que tout ça marche ensemble. Et puis, qui dit nouveauté, dit derrière, naturellement, monter en compétence les équipes sur les outils. Par rapport à ces gens-là, je dirais, quelles sont les filières pour les monter en compétences, qu'est-ce qu'on offre comme programme de formation, comme coaching, comment on continue, je dirais, est-ce qu'on met en place des communautés, comment on fait vivre ces communautés. Et puis, au niveau, un autre sujet important, ces gens-là, en termes de localisation, où est-ce qu'on les met? Qu'est-ce qu'on leur donne, je dirais, comme élément de poste de travail pour bien travailler en collaboratif. Donc, soit du visuel, soit des outils collaboratifs, soit… Donc, souvent, avant, quand on était qu'en du physique, il n'y avait que du physique, c'était souvent un réaménagement, je dirais, de locaux, et puis de nouveaux postes de travail, de nouveaux matériels. Maintenant, avec du remote, on va plutôt, je dirais, travailler, voir comment, avec le remote, on peut offrir du confort en termes d'outils collaboratifs. Autre point, tout ce qui concerne l'agilité. Naturellement, dans une entreprise, tout le monde n'a pas le même niveau, je dirais, et les gens même, de connaissances, de pratique de l'agilité. Donc, important de savoir, je dirais, de faire un assessment au départ, de voir où on en est, voir est-ce qu'il y a des gens qui sont, je dirais, plus en avance que d'autres, est-ce qu'il y a des équipes qui sont déjà un petit peu embarquées, qui peuvent servir de modèle. Autre sujet aussi, c'est voir, par exemple, au niveau, quand on va rentrer, on va prendre des développements, est-ce qu'on va imposer, par exemple, un cadrage pour tout produit qui rentre dans cette Digital Factory. Donc, on peut très bien dire, je veux un cadrage agile de toutes mes lignes produits. Ce cadrage agile peut aussi faire partir de l'offre de la Digital Factory. On va avoir aussi un choix de framework agile. Donc, est-ce qu'on travaille en Scrum, en Scrum de Scrum, en CEF, en LESS? Donc, tout ça, il faut l'envisager. Et puis, par rapport à tout ça, naturellement, on a cette fameuse préoccupation de mise en place de filières. De filières avec, on va embarquer un certain nombre de métiers, des product owners, des Scrum Masters, des coachs agiles, des devs, des tech leads, des archis. Donc, tout ça, il va falloir, je dirais, c'est un moment important, donc de se poser et voir comment on monte tous ces gens-là
en agilité, et derrière mesurer le progrès et mettre en place les actions nécessaires. Autre préoccupation, quand on est sur une logique où on a des lignes de produits qui sont assez adhérentes les unes des autres, donc la question qui va se poser, c'est comment on va coordonner ces différentes lignes de produits. Donc ça peut être amené, je dirais, à mettre en place des rituels de Scrum. On peut avoir, je dirais, de la coordination de synchro, donc aligner des itérations entre elles, dire par exemple toutes mes itérations elles ont une durée de 2 semaines, au bout de 5 itérations on se fait un point global et on coordonne tout ça. Donc vraiment il y a un vrai souci de ça. On peut avoir dans certains cas un vrai souci de cohérence globale sur l'ensemble des produits à développer. Autre point, un point assez important, c'est toute la stratégie de sourcing. Donc souvent, c'est de la volumétrie, je dirais, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on aura besoin dans le futur, est-ce qu'on a les ressources nécessaires, la quantité de ressources nécessaires pour le faire, et derrière cela, ça signifie des problématiques de soit j'internalise, soit j'externalise, quelle est ma politique par rapport à ça, qu'est-ce que je veux garder en interne, qu'est-ce que je veux bien confier à l'extérieur, comment je récupère le savoir. Ça peut m'amener à passer des partenariats avec des écoles, avec des prestataires, et puis à développer peut-être des écoles internes, une school interne. Tout ça, peut-être aussi, je vais avoir des contrats, donc des appels d'offres à rédiger, à contractualiser. Donc ça peut être assez lourd comme travail. Et naturellement, qui dit offre de service et mise à disposition de ressources, comment je manage de manière globale, comment je staffe mes ressources quand j'ai des demandes. Donc ça, c'est une grosse activité de sourcing. Et puis derrière, comme on a quand même des équipes avec des gens un peu particuliers, des gens qui sont, je dirais, on a des gens qui sont en compétences rares ou sur lesquels où on a du mal à recruter, où on a du mal à garder. Donc, quelle politique RH je mets derrière cette population. Donc, naturellement, ce qu'on vient de voir là, donc, pour pouvoir réussir une Digital Factory, c'est vrai que ce sont ces sujets à adresser. Naturellement, pour que ça réussisse, ça demande un certain nombre de prérequis. Et je laisse Olivier les présenter. Donc, la mise en place d'une Digital Factory, vous l'avez compris, il y a quand même pas mal de sujets à couvrir. Alors, parfois, certains sont déjà en place, d'autres sont à mettre en place. C'est un effort, ça va prendre du temps, ça va impacter pas mal de monde, ça va coûter des ressources. Bref, c'est un projet. Et comme tout projet, il va falloir le cadrer. Et on a par rapport à la réussite d'un projet et donc la mise en place de tous ces livrables dont on aura besoin pour bien fonctionner, on a quelques prérequis qui sont des livrables qui sont externes quelque part directement à la mise en place d'une Digital Factory. Le premier prérequis, c'est d'avoir de la part de la direction une vision stratégique. Alors, quand on dit une vision stratégique, c'est des réponses à qu'est-ce qu'on attend de la Digital Factory. C'est également comment on veut la positionner dans l'organisation. Et puis, de façon très opérationnelle, c'est une vision du volume. Parce que cette Digital Factory, on va positionner et dimensionner des ressources. Et donc, il faut avoir une vision au moins court et moyen terme sur les volumes. Et très concrètement, c'est une estimation du nombre de produits ou de lignes de produits et une estimation du nombre de jours. Deuxième prérequis extrêmement important, c'est, et on l'a vu, vous l'avez deviné, c'est qu'il y a un rôle très important dans les équipes agiles et dans une Digital Factory, ce sont les Product Owners, donc les PO. Ce sont ceux qui vont quelque part tracter les enjeux fonctionnels. Ils vont avoir besoin d'une grande autonomie pour fonctionner. Et donc, il faut qu'il y ait au sein de l'entreprise une organisation très claire, en tout cas au niveau des mandats de ces product owners. Alors, pour que les mandats soient clairs, ça veut dire déjà que le rôle de product owner, il est compris dans l'organisation. Il est accepté parce qu'on va aussi donner de l'autonomie à des gens qui sont opérationnels sur des développements de produits parfois ou même très souvent stratégiques. Et puis, il faut aussi qu'ils existent, parce que ce n'est pas juste un rôle, ce n'est pas juste une casquette qu'on fait entre deux, une casquette supplémentaire et une activité qu'on a entre deux. Ces product owners vont vivre au sein des équipes au quotidien et en général, ce sont des jobs à temps plein.
Donc, il faut que l'organisation puisse fournir ces ressources et les positionner dans l'organisation. Enfin, le troisième prérequis, parce que les équipes de développement, les équipes agiles vont venir quelque part poser ou intégrer leur développement, leurs applications au sein du système d'information, il faut que l'entreprise soit dotée d'un socle de système d'information qui soit défini, qui soit clair, qui soit documenté. Alors, que ce soit Oui. Olivier, tu peux peut-être reprendre la parole. Ok. Donc, je peux reprendre les diaporamas ou sinon j'y vais comme ça, hein. On a perdu Olivier? D'accord. Est-ce que vous m'entendez, vous, de votre côté? J'entends pas grand-chose, moi. D'accord. Ok. Hein, donc, on avait différents prérequis. Donc, ce qu'on voulait maintenant, c'est vous présenter la trajectoire. Hein, donc, la question qui se pose, c'est comment j'y vais. Hein, donc, on va présenter la trajectoire sur deux formes. Une trajectoire, je dirais, en termes de phasage et une trajectoire en termes d'activité et de livrables. Je ne sais pas si quelqu'un projette ou je… Bon, c'est pas grave. J'y vais comme ça. Michael, tu nous… D'accord, merci. Donc, une trajectoire de mise en œuvre de Digital Factory en termes de phasage. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, que c'est une Digital Factory, ça prend du temps. Hein. Donc, on ne va pas passer, je dirais, from scratch, de rien du tout, à une Digital Factory. Il faut prévoir pratiquement, on va dire, entre 9 et une année pour avoir un passage à l'échelle. Donc, naturellement, ça va se faire comme un projet. Hein. Donc, on a une phase qui est très importante, c'est le cadrage stratégique. Et c'est à ce moment-là, je dirais, on va designer sa Digital Factory en termes d'ambition, en termes d'organisation, en termes, je dirais, d'attente, en termes de modèle, en termes de sourcing, en termes de volumétrie. Hein. Donc, l'idée, c'est grosso modo, hein, c'est de vraiment positionner la Digital Factory comme un axe stratégique de l'entreprise. Et par rapport à cette stratégie, le décliner, le mettre en exécution avec le côté d'allocation budgétaire qui est très, très important. Donc ça, c'est ce premier temps. Une fois que le cadrage est passé, on va créer la Digital Factory. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer les outils, on va mettre en place les méthodes, on va surtout expérimenter notre Digital Factory sur quelques lignes de produits. Donc, ce qui va être important, c'est de choisir ces lignes de produits pour qu'elles soient bien représentatives de ce qu'on veut et de tirer des expériences, de mettre en place des rétrospectives assez, je dirais, régulières pour pouvoir très vite, je dirais, réajuster et très vite tirer des enseignements de ce qui se passe. Ça peut durer, dans nos expériences, ça peut durer de 3 à 5 mois. En général, on le fait sur 2 ou 3 produits. Et en général, on essaye d'avoir un peu de quick win, hein, parce qu'il faut quand même il faut que ça marche, il faut que ça faire connaître la Digital Factory. Et puis, l'idéal, c'est d'avoir, je dirais, des produits quand même assez représentatifs valeur métier. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre. On n'est pas encore en passage à l'échelle, hein, donc on va ouvrir, on va rajouter quelques nouvelles lignes de produits. Et là, on va monter, et on fait évoluer le portefeuille initial. Donc, on monte en compétences, on peut être amené, je dirais, à monter aussi en nombre d'équipes, en choix technologie, par exemple, on peut introduire de nouvelles technologies. Donc, tout ça, à un certain temps, pareil, on va observer pour passer à l'échelle, pour un passage à l'échelle qu'on peut attendre au bout de 9 ou 1 an. Et là, en fin de compte, on va avoir un modèle qui va porter, je dirais, l'allure qui va être requise par le besoin métier pour couvrir de manière, je dirais, générale les demandes, le cycle de vie des produits.
Donc ça, c'est une première vue, hein, donc passage. Hein, donc bien retenir, hein, donc il y a quand même des temps à respecter. Ces temps, il ne faut pas les squeezer, ils sont très importants. Et tout ce qui est retour d'expérience, je dirais, de ces temps va amener au passage à l'échelle, je dirais, de manière beaucoup plus sereine et amener aussi les bonnes questions. On va regarder la trajectoire de mise en œuvre sous un autre angle, donc sous un angle stream, donc activité livrable, avec les différents streams. Hein, donc la préoccupation du développement à travers un stream centre de développement, la préoccupation pilote, MVP, et puis l'élargissement du MVP à travers le projet pilote, la préoccupation de sourcing, hein, donc est-ce que, je dirais, ça, en termes de volumétrie, en termes de compétences et en termes de politique générale externe et interne et de variabilité possible. Autre temps important, autre stream important, le passage à l'échelle. Une fois qu'on a tout ça, je dirais on est plutôt après dans des logiques d'adaptation, d'amélioration pour mettre en pérenne, je dirais, notre Digital Factory et l'installer dans l'organisation, je dirais, comme toute autre entité. Hein, donc, on a vu ces 40 pages, je dirais, la Digital Factory, ça se mène comme un vrai projet. Hein, donc ça vient, c'est vrai qu'on a souvent, on met ça dans un coin, sur un papier, on dit ça, on se dit, bon, ok, on va lancer une Digital Factory. Oui. Mais une Digital Factory, c'est quand même un certain nombre de sujets adressés, et vraiment, il faut le piloter comme un projet en tant que tel, avec des équipes dédiées aussi pour pouvoir, et des moyens dédiés pour pouvoir le mettre en place. Donc maintenant qu'on a fait notre revue, j'aurais tendance à dire, on a bien vu ce qu'était la Digital Factory, on a bien vu ce qu'on appelait la partie agile. Ben, on va essayer maintenant, je dirais, par rapport à ces deux piliers, essayer de reprendre, je dirais, notre question initiale, et puis ben, nous, quelle est notre réponse par rapport à notre vécu, par rapport à cette question qui était mettre en place une Digital Factory pour développer l'agilité, est-ce une bonne solution? Je vais peut-être te laisser prendre la main au départ, Olivier. Oui, alors j'ai récupéré ma connexion, excusez-moi. Alors, est-ce qu'une Digital Factory, c'est une bonne solution pour développer l'agilité? Si on a les prérequis énoncés précédemment, la réponse, elle est clairement oui, parce que c'est une bonne solution en matière de développement informatique, enfin de l'industrialisation du développement informatique dans son entreprise, et c'est clairement la bonne solution pour accélérer les bénéfices qu'on attend de tout ça, c'est-à-dire des applications et des produits qui sont livrés au fil de l'eau plus rapidement et qui vont beaucoup plus coller rapidement aux attentes des bénéficiaires. Ça va clairement permettre de développer, d'ancrer, d'augmenter les capacités des équipes agiles à délivrer donc plus vite et de façon continue ces applications créatrices de valeur. Alors, si ce qui est recherché, c'est une attente plus globale d'agilité, bon, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais la réponse, elle est aussi en partie oui, parce que quelque part, la mise en place d'une Digital Factory, ça va agir ça va donner de l'attraction au sujet de l'agilité au sein de l'entreprise, même si elle est a priori plus circonscrite aux équipes de développement, mais ça va donner de l'attraction pour développer cette agilité. Ça va être un catalyseur, parce qu'à travers la dynamique et l'agilité obtenue autour des produits qui sont mis en production, c'est aussi l'ensemble des équipes utilisatrices et bénéficiaires qui vont elles-mêmes devenir plus agiles. Alors, il faudra, si l'agilité qui est recherchée, c'est une agilité plus globale, il faudra aussi néanmoins envisager des actions complémentaires. Par exemple, si on veut être globalement plus agile dans la gestion de son portefeuille de projet, il faudra envisager des actions au niveau de la PMO. Il faudra aussi envisager des actions au niveau de la gouvernance de l'entreprise, hein, dans l'arbitrage, dans les allocations de moyens, et également dans la façon de construire les budgets. Hein, on construit ces budgets de façon, on a une approche différente en Digital Factory au mode agile par rapport à des projets, je dirais, gérés de façon traditionnelle. Et alors, autre éventualité, si les prérequis ne sont pas là. Donc, si on n'a pas de vision stratégique ou si le rôle des PO n'est pas encore clair dans l'organisation, eh ben, on peut néanmoins avancer sur le sujet, mais de façon ad hoc, avec des prestataires capables de fournir des équipes agiles de façon ponctuelle sur un sujet, sur un projet, sur un produit, et peuvent même éventuellement, certains prestataires, proposer des Digital Factory externalisées quasiment complètes. Voilà. Donc ça peut être un moyen d'avancer si on n'a pas encore, je dirais, tous les éléments, tous les prérequis en interne. On en a terminé par la partie présentation. Je vais regarder un petit peu les questions que l'on a.
Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est la question de la taille critique. Voilà. Est-ce que faire une Digital Factory, si je comprends bien, est-ce qu'il y a une taille minimale, est-ce qu'il y a une taille minimale pour se lancer dans ce projet ou dans cette aventure? Je pense que oui. Hein, alors, on pourrait dire non, il n'y a pas de taille critique parce qu'on pourrait imaginer construire sa Digital Factory, je dirais de façon très continue, quelque part petit à petit, par diffusion des bonnes pratiques autour d'une équipe qui maîtrise ces modes de fonctionnement. On pourrait se dire, on a une équipe qui fonctionne en mode agile et petit à petit, on va essayer de faire diffuser tout ça. Alors, on peut le faire, je pense, mais ça me paraît très incertain par rapport à des enjeux de progresser rapidement. Et quelque part, si ce qu'on recherche dans une Digital Factory, à travers la structure qu'on va monter, si ce qu'on veut, c'est que on veut une structure qui soit capable de prendre de la charge dans la durée, si on veut une structure qui puisse s'inscrire dans la durée de vie et dans le cycle de vie des produits, si on veut pouvoir organiser la capitalisation et tirer les bénéfices des expériences d'une équipe sur les autres, si on veut pouvoir tirer bénéfice de la mutualisation des outils, de tout l'API management ou des services que l'on met en place au niveau de son système d'information, si on veut, je ne sais pas moi, pouvoir aussi maintenir un framework partagé commun à l'entreprise, clairement, il faut mettre en place une structure qui va piloter tout ça, qui va gérer, qui va piloter tout ça. Bon, une structure, elle va aussi être en capacité, ça va faire partie de son rôle, que d'optimiser le staffing. Donc, si on veut une Digital Factory et si on veut tout ça, on comprend qu'il faut des ressources. Et à mon sens, il y a une taille critique. Ça n'aurait pas de sens économiquement ou en termes de pénibilité pour faire ça pour, à mon avis, moins de 3 équipes. Donc, je pense que le ticket d'entrée, et Marie-Hélène, tu me corriges si tu penses différemment, mais je pense qu'il faut au moins peut-être 3 équipes, c'est-à-dire grosso modo à la louche peut-être une vingtaine de développeurs. Et si on convertit ça en jours de développement, à la louche, voilà, il faut avoir 4000 jours de développement à produire. C'est à peu près l'ordre de grandeur qui me vient comme ça à l'esprit. Oui, c'est tout à fait vrai. Hein. Donc, si on prend des équipes, là, tu as raisonné développement. Si on inclut dans les équipes les tech leads, les scrum masters, les PO, donc on arrive facilement, je dirais, à une trentaine de personnes. Et c'est vrai, je pense que c'est la bonne taille pour une Digital Factory. Avec des volumétries qui peut être, c'est vrai qu'il faut 5000 jours, ça c'est intéressant. Après, on peut monter à des grosses Digital Factory, mais c'est pas forcément, je dirais, on n'a pas besoin d'être dans une grosse volumétrie pour mettre en place une Digital Factory. Moi, j'ai regardé un petit peu les commentaires. Donc, alors, les questions, je vais simplement rebondir sur quelqu'un qui a fait une remarque en disant, en fin de compte, une Digital Factory, ça demande réellement une stratégie pour pouvoir, je dirais, déployer l'agilité à grande échelle, une stratégie claire, une conversation avec des mandats pour les PO, donc un gros change. Et c'est vrai que qui dit agilité, donc on a vu que mettre en place une Digital Factory, c'était un levier d'agilité. Hein, donc, grosso modo, si on n'a que ça, on va diffuser l'agilité dans l'entreprise via la Digital Factory, puisqu'on embarque les gens, on les met en action, ils travaillent d'autres manières, des nouveaux outils, des nouveaux modes de fonctionnement. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que je dirais qu'il y a une rencontre, hein, une rencontre entre le management, je dirais, entre les autres équipes. Il ne faut pas qu'il y ait de clivage entre des gens qui travaillent en agile et puis le reste, je dirais, des parties prenantes de l'entreprise. Donc, important, je dirais, de dire, en fin de compte, si la Digital Factory, c'est un levier, il y en a d'autres pour mettre en place l'agilité. Ce qui est important, je dirais, c'est trouver ces points de rupture et ces points de mise en œuvre avec derrière, surtout, ce qui va être important de voir, c'est de partager une vision, vraiment partager une vision et que cette vision soit portée réellement par la direction. Il nous reste, on est dans les temps, est-ce qu'il nous reste… Vincent, Mickaël, est-ce qu'il nous reste le temps de prendre une question ou est-ce qu'il faut qu'on conclue si on veut être dans le timing? On ne t'entend pas, Vincent. Il nous reste du temps pour moi, je vais quand même reprendre, si je peux me permettre, je vais reprendre quelqu'un qui a une phrase qui dit en fin de compte, il y a un contraste important entre agilité, liberté recherchée et rigueur dans la démarche.
Alors moi, à titre personnel, j'aurais tendance à dire l'agilité, c'est très, 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 très rigoureux, quoi qu'on en dise. Donc c'est du planning, je dirais, systématique, c'est de l'évaluation systématique, c'est du rituel systématique. Je dirais c'est des modes de travail très, 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 très normés. Donc contrairement à ce qu'on pense, l'agilité, c'est quelque chose de très structuré. C'est une question qu'on peut prendre. Et c'est vrai qu'une fausse idée qu'on peut avoir, et des fois ça intéresse des équipes en disant tiens je vais faire ça en mode agile, donc je vais pouvoir commencer sans trop savoir où je vais. Voilà, ça c'est typiquement la fausse bonne idée. Si on veut pas se planter, il faut avoir une capacité, avoir une vision de son produit. Tout n'est pas forcément défini et tout n'est pas écrit au départ. C'est ça l'intérêt de la méthodo. Mais on doit quand même avoir des gens qui savent où ils veulent aller. Sinon, c'est très compliqué. Michael, tu veux peut-être… Oui, il y avait une question sur effectivement comment réussir quelque part à implanter une culture justement de la Digital Factory d'agilité dans un environnement qui ne l'est pas. Et concrètement, comment on peut aider à faire en sorte que ça se passe bien, comment on peut aider l'équipe à intégrer ça. Tu veux répondre, Olivier, ou tu veux que je réponde? Vas-y. Je pense qu'il y a deux manières de faire les choses. Parce que souvent on se dit, on travaille un petit peu, je dirais, dans l'ombre. On peut très bien dire, on met une équipe, on se prend une petite équipe. Je dirais, on l'a fait travailler en agile. Et on regarde un petit peu ce que ça se passe. Et puis, grosso modo, on va diffuser, ce qu'on appelle le mode KSN, on va diffuser comme ça. Donc ça c'est une première approche qui a des avantages, aussi des inconvénients, mais qui peut marcher. L'autre approche, j'aurais tendance à dire, grosso modo, on a des produits qui arrivent, on profite que le programme soit là, ou on met ça. Ce qui serait le plus important, c'est peut-être l'adresser d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire, grosso modo, je veux devenir agile dans mon entreprise. Je descends ça, je décline ça. Ça peut commencer, ce qui est intéressant, c'est de commencer par une organisation produit, parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand on a une organisation produit pour pouvoir, je dirais, derrière ça, décliner l'agilité au niveau de l'entreprise. Si on n'en a pas, j'aurais tendance à dire, il faut trouver le compromis entre former des gens, parce qu'on va beaucoup d'entreprises partir avec un tas de coachs externes, de scrum externes, de gens externes pour mettre en place l'agilité. Je dis pourquoi pas. En sachant, je dirais, grosso modo, que la question que l'entreprise doit se poser réellement, qu'est-ce qu'elle veut garder, elle, comme compétence, donc, et derrière, se dire que même s'il y a des frameworks agiles qui existent sur le marché, le meilleur framework qui existera, c'est celui qui sera, je dirais, adapté à l'entreprise. Donc, qui dit adapté à l'entreprise, je dirais, qui respecte, et surtout, je dirais, que tout le monde rentre au départ dans ce moule. Peut-être avant de laisser Michael conclure, je voulais juste rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Marianne. Je pense qu'il faut distinguer le démarrage de l'agilité et éventuellement une phase d'expérimentation de notre sujet Digital Factory, qui pour moi est un sujet d'industrialisation. C'est deux sujets différents. Et effectivement, quand on part de rien, c'est plus facile peut-être de commencer par de l'expérimentation, un quick win, un pilote qui va pouvoir démontrer un certain nombre de choses et illustrer des choses dans l'entreprise. La Digital Factory, elle est plutôt là pour industrialiser. Donc, a priori, il y a quand même déjà, on va dire, un embryon. Michael, tu veux conclure? Sinon, on ne s'arrête pas. Non, on pourrait parler des heures sur le sujet. Donc, tout d'abord, merci Marie-Hélène, merci Olivier. Vous avez éclairé, je pense, sur quand même les enjeux liés à la mise en œuvre d'une Digital Factory dans son organisation. Je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée à réussir cette mise en œuvre, parce qu'on soutient à la fois la transformation digitale de l'entreprise. D'abord, sur la valeur produite, on a quand même des produits qui sont au service du business, qui sont construits avec le business, qui sont co-construits, qui sont réactifs, et aussi par une réduction des temps de cycle. Donc, on sort les produits plus vite, on est plus réactif, donc il y a une vraie valeur ajoutée. Et je pense que même pour une DSI, alors après, on a beaucoup parlé des Chief Digital Officer versus Chief Information Officer,
De toute façon, c'est un travail d'équipe, mais c'est souvent l'IT qui drive l'effort. Et donc, c'est quand même presque une nécessité aujourd'hui des IT d'entreprises de taille suffisante pour accueillir ce type d'organisation. C'est quand même une vraie question à se poser. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'une Digital Factory, c'est un vrai projet. Il y a des enjeux de compétences, des enjeux de fonctionnement, des enjeux de gouvernance. Et souvent, c'est des enjeux que l'entreprise n'a jamais expérimentés. Et donc, bon, clairement, il y a besoin de structurer ça comme un projet, de se faire accompagner par des experts. Et effectivement, il y a un besoin de nouvelles compétences et souvent, on les a pas à l'interne. Donc, même au niveau des compétences de fonctionnement, il y a un certain nombre de prérequis pour pouvoir installer ce type de démarche. Alors, l'articulation pratique aussi de ces usines à produits digitaux, avec à la fois l'organisation IT existante, mais aussi avec le métier, c'est clairement un enjeu critique à traiter. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur ces enjeux lors de nos prochains webinaires. Je pense que vous voyez qu'en 45 minutes, on a abordé que les, on va dire, des enjeux généraux. Donc, on vous propose un premier webinaire qui sera consacré au modèle opérationnel, où on rentrera cette fois dans le détail de la partie organisation et gouvernance. Et puis un deuxième qui sera consacré à la partie ressources et avec la constitution des filières autour des nouveaux rôles et métiers nécessaires que vous avez entendu, dont Marie-Hélène a parlé, pour faire justement vivre sa Digital Factory. Alors, au travers du questionnaire post-webinaire, vous aurez l'occasion de nous dire si ces sujets vous intéressent. Et bien sûr, on est à votre disposition entre-temps si vous avez des questions. Si vous souhaitez réaliser un diagnostic de l'existant et de la place qu'une Digital Factory au sein de votre organisation, ou tout simplement, ça nous intéresse aussi beaucoup de partager vos expériences sur le sujet. Donc, je crois qu'on est au bout du timing. Merci encore à vous de nous avoir suivis aujourd'hui, des différents lieux où vous êtes connectés. Et puis, écoutez, à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.